Je harnache, tu harnaches, nous harnachons. J'entends des cris, j'entends des pas, j'entends des rythmes au fond des bois, j'entends la danse des Indiens. Le Québec, c'est pas le pays des lacs, c'est le pays des réservoirs. T'sais, je sais pas comment il y en a là, quand on regarde la carte. Quand on vit à Montréal, on voit pas cette réalité-là, ou même à Québec, on la voit moins. T'sais. Ils ont monté l'eau, là, puis à Paris-Bas-Coquette, là. La truite, elle se tenait dans la rivière, elle était oxygénée vers l'eau. Mais quand ils ont monté l'eau, elle n'avait plus d'oxygène, là. La truite, là, trouve-moi un gars depuis 4 ans qui a pogné une truite là-dedans, là. Je te lève mon chapeau. En passant, j'ai été, après qu'ils l'ont barré, là, au moins 7 à 8 ans, je pense. Puis là, ben, tu sais, mais je suis perdu parce que c'est pas que j'étais rendu, ça avait tout changé, là. Il y en a du monde qui vont chasser là, pêcher, qui l'utilisent. C'est un patrimoine pour nous autres. C'est pas à vendre. Puis d'ailleurs, on n'a jamais mis de pancarte. Non, mais c'est important. Il y a quelqu'un qui est venu en hélicoptère qui a dit « Hop, que c'est beau! » Puis là, ils ont dit « On voudrait vous acheter. » Mais jamais personne n'a dit « Faites des annonces dans le journal pour dire qu'on voulait vendre cette rivière-là. » Harnachons, à compter d'aujourd'hui, cessons de tir, faut-il harnacher la chabouchoine? Et disons, je harnache, tu harnaches, nous harnachons. J'ai attristé de voir que le fait de détourner une rivière avait si peu d'importance, là. Je ne veux pas comprendre demain. Ils sont riches, ils se crient bêtes pour les autres, là. Comment tu diras ci puis ça, là? Ils t'enterrent avec le mot, puis ils t'enterrent avec les armes. Je vivais à travers les loups à 4 pattes, mais là, je suis rendu que j'ai gagne de loups à 2 pattes. Oh, c'est pas mal, ceux-là à 4 pattes sont pas mal moins dangereux. C'était le paradis, là, c'est l'enfer. On peut dire ça de même. J'entends des cris, j'entends des pas, j'entends des rythmes au fond des bois, j'entends la... Vous venez tout juste de visionner la bande-annonce du documentaire Castor Inc., harnaché, détourné et ennoyé. On a la chance ce matin de recevoir le réalisateur de l'œuvre, M. Jean-François Vallée. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci François. Écoute, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, toi, tu es originaire de la région, mais Oui. tu travailles présentement comme enseignant au cégep de la Pocatière. Qu'est-ce qui t'a fait faire le tremplin entre l'enseignement et la production vidéo? Bien, en fait, c'est parce que quand tu découvres des choses là, sur ton passé, moi, j'ai découvert des choses sur le fait que je montais chasser, pêcher sur le chemin des passes dangereuses, puis je me demandais d'où venait le mot « chemin des passes dangereuses ». Puis quand j'ai découvert d'où ça venait, je me suis dit, si moi, ça m'intéresse d'avoir cette découverte-là, si pour moi, ça a été comme la caverne d'Ali Baba, là, si ça a été pour moi plein d'apprentissage, bien, j'ai un côté pédagogue, je suis prof, donc je voulais l'apprendre à d'autres. Puis la meilleure façon, c'est de faire un documentaire. Sauf que c'est pas le plus facile. Fait qu'on est toujours dans l'optique de l'enseignement, transmettre de l'information, mais en même temps dénoncer, pointer, souligner des trucs qui dérangent, je dirais. Ce que je dénonce, c'est le gaspillage. C'est que moi, je veux que les Québécois soient conscients des impacts de l'hydroélectricité et qu'ils ajustent peut-être leur consommation en conséquence. Parce que j'en vois beaucoup autour de moi de gaspillage. Un exemple que je peux te donner, les concessionnaires automobiles, toute la nuit, ont des immenses projecteurs sur leur parc automobile. Ça coûte cher, ça? Oui. On va dire, ils ont de l'argent, les autres sont capables de payer. Oui, mais à l'autre bout, plus de barrages, plus de détournements de rivières, plus de ci, plus de ça, alors qu'ils pourraient avoir des détecteurs de mouvement qui font que leur projecteur ne s'allume que quand quelqu'un entre par effraction dans le périmètre. Et voilà, il viendrait d'économiser beaucoup d'argent. Donc, ça serait des solutions. Donc, l'initiative de faire ce documentaire-là vient, c'est ça, d'un voyage de pêche que tu avais l'habitude de faire quand tu étais jeune, de questions que tu t'es posées par rapport à ça, les passes dangereuses. Mais encore, qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à... Je veux faire un projet, je veux démystifier autour des barrages, du phénomène que ça crée, des impacts que ça peut avoir sur l'environnement. Quel a été le déclic? Le déclic, d'abord, c'est que je voulais comprendre que passe dangereuse, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis ça voulait dire, en fait, je pensais que c'était quand les camions passent, plein de bio de bois, plein de pitounes. Puis là, c'est dangereux parce que là, c'est un chemin de garnotte, là, ça va vite, là. Mais là, à 30 ans, je me fais expliquer par quelqu'un, je me souviens plus qui, il me dit, non, c'est des rapides, ça, c'était dangereux de passer là en canot. Fait que là, j'ai voulu aller à la source des choses, puis de bouche à oreille, à un moment donné, tu rencontres un Amérindien de Masteriache qui te raconte que lui, il l'a vécu avant le barrage Chute des Passes, puis que c'était dangereux de passer là parce que les femmes pleuraient de peur, parce que c'était en canot. Mais là, quand tu y retournes, toi, finalement, moi, je suis retourné, c'était au kilomètre 150 à peu près.
Ouais. Moi, je partais de Québec à ce moment-là. Je n'étais pas encore à la Pocatière. Tu fais déjà 4 heures d'auto, même 5 heures pour te rendre sur le chemin des Passes à Saint-Luigi-de-Milo, qui est la Guérite. Après ça, il faut que tu rajoutes un 150 km. Aller-retour, ça fait 300. Fait qu'on ne se rendait jamais jusqu'en haut. Mais quand je me suis rendu jusqu'en haut, au barrage Sud des Passes, là, tu te rends compte qu'il n'y en a plus de passes dangereuses, en fait. Parce que c'est 3 mètres cubes à la seconde qui sont laissés passer par le barrage. Fait que ça fait juste un petit ruisseau. Tu peux le traverser quasiment à pied sec. C'est ça, là, tu sais, pas à cette hauteur-là. Oui. Donc, le paysage, la géographie a été littéralement changé. Ouais. Donc, pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce projet de documentaire-là? Tu voulais vraiment informer la population? Tu voulais dénoncer ces éléments-là? Je voulais que les gens arrêtent de dire que l'hydroélectricité, oui, c'est plus propre que d'autres énergies, mais c'est pas sans impact. Ouais. Parce que quand on dit que c'est propre, les gens dans la tête, ça n'a pas d'impact. C'est pas vrai que ça n'a pas d'impact, ça a des impacts considérables. Et c'est pas parce qu'on a un grand territoire inhabité que ces impacts-là, c'est pas parce que ça n'a pas nécessairement d'impact sur des humains qui habitent sur le bord que ça n'a pas d'impact. Donc, c'est ça. Ça a des impacts, mais indirects la plupart du temps. Donc, puis c'est ça. Puis ça touche aussi des communautés, des peuples complets d'un cas à l'autre. Donc, c'est ça. Puis le déclic, je pense que ce que tu voulais me faire dire, c'était que dans le réservoir Gouin, qui est juste ici, plus jeune, c'est vrai que bien avant que je me demande qu'est-ce que Chute des Passes voulait dire, je suis allé avec un Amérindien d'Opichiwan. Bien, Obidjiwan, on le prononce à la québécoise un peu, là, donc village Atikamekw. Et il m'a amené trapper sur des îles du réservoir. Et là, en chemin, il arrête sa motoneige en plein milieu. On est en plein hiver. Il arrête sa motoneige en plein milieu. Puis il me dit, je vais te montrer où je suis né. Alors, on débarque de la motoneige, comprends-tu? Je regarde, il ne peut pas être né nulle part, tu sais. Il dit, non, il faut que tu regardes en dessous de la glace. Je suis né au fond du réservoir. Là, j'ai compris. J'ai dit, OK, ce gars-là, tout son village a été délocalisé par l'ennoiement. C'est resté de même. Pendant 10 ans dans ma tête, j'ai eu ça. Il faudrait qu'à un moment donné, je montre ça à d'autres. Mais comment montrer ça? Fait que là, tu commences. Tu dis, je vais montrer un premier barrage avec son impact. Là, tu te rends compte qu'ils sont reliés les uns avec les autres parce que Chute des Passes, c'est relié à Péribon-Coquette, qui est relié à Chute à la Savane, qui est relié à Chute du Diable, qui est relié à Grande Décharge du lac Saint-Jean, au réservoir Saint-Jean. Parce que une de mes missions, c'est de vous faire comprendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean que vous habitez le Saguenay-Réservoir Saint-Jean. Ça devrait changer. Parce que ça contribue à rendre ça romantique, là. C'est encore un lac. On a fait un barrage, mais ça n'a pas changé sa nature. Bien oui, il a augmenté de 40 de superficie. Et d'ailleurs, dans le documentaire, tu réfères à ce drame, la tragédie du lac Saint-Jean, duquel c'est expliqué dans un documentaire de l'ONF, que tu réfères aux gens, le combat d'Onésime Tremblay. Oui. Mais pour en revenir à Castor Inc., toi, le projet, concrètement, la production, tu as entamé ça il y a 8 ans, c'est bien ça? J'ai entamé ça à peu près il y a 8 ans. C'est sûr que c'est pas mon métier. Moi, je suis d'abord enseignant, fait qu'il y a des périodes où je m'en occupais pas du tout. Il y a des périodes où je me suis découragé aussi beaucoup parce qu'il faut comprendre que normalement, un documentaire comme ça coûte 150 000 à 200 000 à faire. Et c'est ça, c'est vraiment une autoproduction. Autoproduction. C'est ça. Fait que moi, là, c'est pas comme si j'allais juste interviewer du monde au sol, là. Non, non, des voyages d'avion avec un caméraman. Il faut que tu te rendes super loin, à Bécomo, puis je suis allé jusqu'au lac Margane aussi, sur le chemin des Passes. Donc, 2 voyages différents à 2 500 $ le voyage. Ça monte vite, mettons. Tu n'as pas encore commencé à monter, là. Donc, il fallait vraiment que ce soit un sujet qui te tienne à cœur pour te lancer dans un projet comme ça. Il fallait qu'au début, je ne sois pas conscient de ce que ça impliquait. OK. Parce que si j'avais su ça, j'aurais peut-être abandonné dès le début. Ah oui? Ouais, c'est comme ma naïveté, là. Tu sais, à un moment donné, tu avances d'un pas, tu es dans la première marche de l'escalier, mais tu ne vois pas les autres marches. Si j'avais vu à quel point l'escalier était long, j'aurais arrêté là. Mais d'une à l'autre, tu dis c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière, puis c'est jamais la dernière. Ou j'en ai trop d'accompli pour revenir en arrière, il faut poursuivre. C'est ça. Je peux pas gaspiller ça, là. Parce qu'on parle, on dit au début, tu as commencé tout seul avec ta caméra. Au fil du temps, tu t'es bâti une équipe de production autour de toi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas bâtir une équipe de production parce que j'allais filmer à des endroits très différents. J'avais une nouvelle équipe à chaque fois. OK. J'allais voir, par exemple, je me rappelle, moi, à Forestville puis Bécomo, je suis allé voir la télévision communautaire là-bas. J'ai engagé un caméraman de là. Puis là, j'allais avec ce caméraman-là puis ce preneur de son-là. Puis c'est eux autres qui embarquaient dans l'avion. Parce que je n'avais pas à les payer de la Pocatière pour tout le transport. C'était une économie pour moi. Puis quand j'arrivais au lac Saint-Jean, bien, c'est la même affaire, tu sais. Puis au début, honnêtement, quand j'ai tourné mes premières entrevues à Alma, je filmais moi-même. Puis je me suis rendu compte que, ça donnait une moindre qualité. Puis là, j'ai fini par me comprendre que
fallait Le que j'aille une caméraman, équipe, c'est là. un métier. Hein? Oui, oui, c'est un métier, preneur de son aussi, Ouais. puis tout ça, là, tu sais. Je pouvais pas faire l'économie. Il a fallu que des fois que je me débarrasse de plein d'entrevues que j'avais réalisées qui n'étaient plus bonnes, finalement. Oui. Puis justement, on parle d'entrevues. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau du contenu? Il y a des entrevues avec des personnes concernées, des élus politiques, des gens qui ont vécu ce que c'était avant puis ce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retrouve à ce niveau-là? Donc, beaucoup de gens autour, entre autres, du comité qu'on appelait à l'époque le Regroupement pour la protection de l'Achouap-Mouchouane, le RPA. C'était Jean Paradis qui était derrière ça. Il y avait eu Denis Trottier dans un premier temps, en 89, qui avait formé un petit comité puis avait réussi à bloquer l'avant-projet d'Hydro-Québec. Et en 92, Hydro-Québec est revenu à la charge. Puis là, tu as un nouveau comité. Et là, tu avais 12 000 membres payants qui s'opposaient à ça. Comme dit Jean Paradis, il dit, c'était absurde ce projet-là. Puis c'était à une époque où c'est comme si... ça aurait été plus gros que le réservoir Saint-Jean en ennoiement. Puis ça n'aurait pas été un ennoiement rond, là. Ça aurait été un ennoiement comme en araignée, là. Donc, on parle d'innombrables rivières puis d'innombrables vallées qui auraient été ennoyées, là. Fait que ça aurait complètement changé la... C'est ça. Donc, j'ai lui, j'ai Jean Paradis, j'ai Gérald Scollion aussi, l'ancien maire d'Alma, mais qui, avant ça, était au comité régional en environnement. Il y a des gens des CRE, il y a des gens aussi... un petit peu de Rio Tinto Alcan aussi, parce qu'il était très ouvert à me parler un peu de la gestion, parce que c'est de la gestion de leur réservoir, c'est pas évident. Ils ont des problèmes avec l'érosion, là. Parce que, étant donné que c'est pas une vallée, que c'est une plaine, ça prend pas... il y a une crue soudaine d'eau, puis avec les grandes marées du printemps, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, l'érosion sur de l'érosion. On l'observe à tous les ans, entre autres, le réservoir ça, Saint-Jean. J'allais dire lac. Le réservoir Saint-Jean, on en est témoin à tous les printemps. On en parle amplement dans les médias. Donc, c'est des impacts que peuvent avoir, justement, et qu'on retrouve sur les réservoirs. Beaucoup d'intervenants. J'ai oublié de dire une chose, c'est aussi des gens, des simples citoyens qui sont chasseurs et pêcheurs, et qui étaient attachés à ça, comme Gérard Siméon, qui, lui, est mort maintenant. D'ailleurs, j'en suis désolé parce que je voulais lui... Ça fait 5 ans que je veux lui montrer le documentaire, puis il n'était pas prêt. Puis là, au moment de le faire, le monsieur était rendu trop vieux, puis là, il est décédé. Donc ça, c'est très triste. Il y a aussi un personnage absolument fabuleux là-dedans. Il se surnomme Wabo, c'est Jeannot Gagnon, son vrai nom. Wabo, c'est comme dans les belles histoires des pays d'en haut. Tu sais, c'est un Canadien français ou un Québécois qui vivait à l'Indienne. Puis lui, il vit nu-pied dans le bois, là. Puis il y a des camps cachés un peu partout. Puis lui, il était à la jonction de la Manouane puis de la Péribonka. Puis là, avec le Péribonka 4, bien, il a été délocalisé. Puis bon, il nous raconte là-dedans un peu là, tout son attachement au coin. Puis il va falloir qu'il quitte. Puis bref... On voit l'impact sur les quelques personnes qui sont vraiment victimes d'impact, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, puisque c'est encore une fois des coins éloignés. Mais il y a beaucoup d'intervenants dans le documentaire qui témoignent, qui partagent l'information. Également, c'est comme tu mentionnais, vous êtes promené, vous êtes allé sur les sites. Tu as même pu suivre la conception d'un barrage, donc du coup, les conséquences. Comment ça s'est déroulé exactement? Bien, j'ai essayé de filmer avant, pendant et après le Péribonka 4. Donc, c'est sûr que pendant les constructions, c'est des images de construction de barrages. Bon, c'est des images de construction de barrages, on les connaît. Hydro-Québec met tout ça sur ses sites. Je ne voulais pas reprendre, c'est pas ça l'intérêt. C'est de montrer avec des cartes que l'ennoiement du réservoir correspond, puisque c'est une vallée, à quelque chose de relativement étroit. Mais même quand c'est relativement étroit, tous les affluents secondaires sont ennoyés sur une partie aussi, puis tu as des deltas là-dedans qui sont ennoyés. Alors là, je filme les coupes juste avant l'ennoiement. Je filme aussi pendant que c'est en train de s'ennoyer. Il y a des gens aussi qui ont pris des photos des différentes étapes de l'ennoiement de la Péribonka et qui nous racontent, bon, c'est sûr que pour eux, ça leur fait quelque chose émotivement, que ça disparaisse. Sauf que leurs enfants, à eux, qui n'auront pas connu ça avant l'ennoiement, eux vont, c'est ça. C'est terminé, tu sais. Et il faut savoir que parfois, sur certains sites, les arbres sont même pas coupés avant qu'il y ait de l'ennoiement. Donc, c'est en plus de la richesse naturelle qu'on va perdre. Oui, on parle de 2006, le réservoir East Main. C'est que c'était la première fois que le gouvernement du Québec exigeait une coupe avant l'ennoiement. Et là, Hydro-Québec n'avait pas eu le temps de tout couper avant. Il y avait eu un peu de cafouillage dans ce dossier-là. Et c'est sûr qu'il y avait eu une perte là, de ressources ligneuses réelles à court terme. Mais à long terme, il ne faut pas oublier aussi qu'un réservoir qui s'ennoie, c'est des pertes éternelles de ressources ligneuses, de bois, finalement, de ressources forestières. C'est plus renouvelable. Oui, l'électricité est renouvelable, mais le bois qui est en dessous de l'eau, il ne l'est plus, lui. Puis un des chiffres que je donne dans le documentaire, je ne veux pas tout vendre mes punchs, là, mais un des chiffres, c'est 62 fois l'île de Montréal qui est ennoyée artificiellement. Sur le territoire québécois. Dans tout le Québec. Donc, ça fait réfléchir parce que si c'était densément peuplé comme Montréal, on imagine, mais c'est pas densément peuplé, donc c'est moins pire, entre guillemets.
mais tu as quand même plein d'espèces animales qui perdent leur territoire. Tu as plein de chasseurs, de pêcheurs, puis de gens qui il y a même, selon la disposition des barrages, puis quand il n'y a pas de passe migratoire aussi, parfois, ça nuit littéralement aux populations animales, de la faune. On parlait hors d'onde tout à l'heure de Wananiche qui était coincé dans des réservoirs, qui ne pouvaient même plus frayer. C'est clair. Entre Chute du Diable et Chute à la Savane, il y a j'allais dire un troupeau, un bassin de Wananiche qui est coincé entre les deux. À l'époque de ces barrages-là, on n'avait pas ce souci-là pour les poissons. On se disait que, je sais pas, comme par magie, il allait réussir à passer. Mais la magie n'a rien à voir là-dedans. Et heureusement, aujourd'hui, Hydro-Québec fait plus attention pour en faire quand c'est possible. C'est sûr que quand c'est construit à un endroit où il y avait déjà une chute que les poissons ne pouvaient pas franchir, c'est moins pire. Ouais. Mais il y a quand même des poissons qui dévalent dans les chutes infranchissables en montant. Ils dévalent quand même. Ouais. Puis ça vient alimenter, renouveler le stock de poissons en aval. Mais aujourd'hui, il y a quand même une plus grande sensibilité, mais c'est pas normal qu'il y ait seulement 11 passes migratoires dans tout le Québec sur 1700 ouvrages régulateurs, barrages en fait, de plus de 2,5 mètres au Québec. Puis là-dessus, il y en a 650 qui sont gérés par Hydro-Québec. Donc, il faudrait qu'il y ait peut-être une conscientisation plus grande parce qu'une fois que c'est perdu, on peut le retrouver. C'est sûr qu'il n'est jamais trop tard, mais c'est toujours moins cher de faire les passes migratoires dans la phase de construction du barrage. Logiquement, oui, en effet. Concrètement, le projet du documentaire, c'est quoi le message qui ressort? Est-ce que c'est pas de dénoncer les barrages, mais plus les habitudes qu'on a? C'est plus de dire, arrêtons de le gaspiller. Le watt qui affecte le moins l'environnement, c'est le négawatt. C'est celui qu'on ne dépense pas. Ouais. Tu sais, comme en ce moment, on est éclairé avec plein de spots. On en a besoin parce que c'est pour les biens de la télé. Mais si vous les laissiez allumer quand il n'y a pas d'entrevue, là, je vous dirais, ben, tu sais, pense à la ressource à l'autre bout. Mais on a jasé c'est ça dans mon le noir message. juste avant de faire. C'est vrai. Exactement. Donc, on fait attention à ce niveau-là à TVDL. C'est ça. Mais c'est vraiment d'adopter des nouvelles habitudes. Ça serait quoi les alternatives pour l'avenir, pour ne pas reproduire ça, puis pour ne pas détruire encore plus? Je pense que de façon générale, c'est quand on fait des projets, que ce soit dans l'éolien, que ce soit dans l'hydroélectricité, c'est de penser à des sites qui abîment le moins possible l'environnement. Dans le cas du Péribon-Coquette, c'était bien moins pire que la Chouape-Mouchouane, puis c'était beaucoup mieux. C'était un bon projet quand même, puis il était défendu par la communauté et tout ça. Mais prenons le cas des éoliennes. Moi, ça m'a fait quelque chose de voir que EDF Énergie de France faisait 175 éoliennes dans le parc des Laurentides. C'est une réserve, c'est une faunique. Alors, si on les permet là, il y a quand même 93 % du reste du territoire où on peut aussi en faire. Donc, peut-être que... Et qui ne sont pas des réserves. C'est ça, quand tu fais 175 éoliennes dans une zone de chasse, en tout cas, je connais des trappeurs de ce coin-là qui trouvent que ça a beaucoup affecté, là. Ouais. Parce que c'est les chemins d'accès. Toutes les hauts des montagnes, c'est des éoliennes, 5 par sommet de montagne dans 50 montagnes différentes. C'est complètement... Donc, c'est de penser. Et aussi que les profits reviennent aux Québécois. Parce que là, dans le cas d'hydroélectricité, oui, ça nous revient, puis heureusement. Mais pourquoi ça nous coûte cher en ce moment? Parce qu'on a des surplus d'électricité. On la vend à 6 sous du kilowatt, puis il nous coûte 12 sous du kilowatt à produire. Fait que là, on doit, nous autres, rembourser ce déficit-là. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a un petit moratoire qui pourrait être pertinent là, pour un certain temps, en tout cas, là, parce que là, on en a trop. Puis dans le cas de l'électricité, pourquoi est-ce qu'on ne nationalise pas aussi l'éolien? Parce que là, il faut qu'on paye à des compagnies. Il y a plein de pays qui le font. Là. On ne serait pas les premiers. Donc, c'est un peu ça le message, c'est d'être conscient des différents impacts. Et moi, ce qui m'a poussé à continuer, c'est que beaucoup de gens qui connaissent mieux que moi encore toute cette question-là, parce que qu'est-ce que c'est la question? C'est quand on voit ici l'ensemble du Québec, hein, on dit le Québec, c'est le pays des lacs. Oui. Mais Gérald Scunion, qu'est-ce qu'il dit dans le documentaire? Il dit c'était le pays des lacs. Mais là, si tu regardes en superficie en noyer, il y a plus de réservoirs, réservoirs partout. Il reste le lac Mistassini, puis maintenant, il y a Ismaine qui se rajoute, mais le lac Mistassini, son affluent principal, la Rupert, a été détourné en partie pour turbiner plus d'eau dans le secteur La Grande. Donc, tout ça, je veux que les Québécois en soient conscients, c'est que sur les 84 000 mégawatts possibles à exploiter au Québec, on en a exploité avec la Romaine 45 000. Donc, on a atteint ce qu'on appelle le pic hydraulique. Ça veut dire que le 45 000 premiers mégawatts qu'on pouvait exploiter, lui, il coûtait moins cher parce que c'était plus proche. Mais là, le reste, là, plus on s'éloigne vers là-bas, plus on s'éloigne jusqu'à Rivière-aux-Feuilles et tout ça,
Là, c'est un 40 000 qui va coûter plus cher, Ouais. donc qui est de moins en moins rentable. Donc, on ne pourra pas l'exploiter à 100 le potentiel hydroélectrique, pour la simple et bonne raison qu'il ne sera pas rentable. Donc, il y a toute une réflexion. Il faut tout revoir notre organisation, notre système, notre façon de procéder pour produire pas juste l'hydroélectricité, mais l'énergie en général, parce qu'on se référait aux éoliennes aussi, Oui, oui. qu'on devrait nationaliser. Donc, Parce qu'oublions pas une chose, l'ampoule qui, à l'époque où toi puis moi, on est nés, générait beaucoup de chaleur, Ouais. qui coûtait des 100 watts en question. Déjà aujourd'hui, en 2015, on a des ampoules qui demandent 95 moins d'énergie. Donc, c'est l'équivalent de 20 ampoules. Donc, c'est positif. On va peut-être en avoir de moins en moins besoin aussi. Ouais. Donc, tu sais, si on en construit trop d'avance, bien, peut-être qu'on va être pris avec des infrastructures hallucinantes qui ne serviront plus, finalement, aussi. Donc, il faut planifier de façon vraiment Ouais. serrée. Et donc, toutes ces informations-là, plein de statistiques, plein d'autres contenus à découvrir dans le Et documentaire voilà. qui va sensibiliser, qui va responsabiliser aussi indirectement, prendre conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on a sur notre territoire. Puis c'est important de le faire parce qu'on est le pays des barrages, puis on connaît pratiquement rien à ce niveau-là. Donc, un excellent documentaire à découvrir, Castor Inc. On peut le visionner de quelle façon? Bien là, c'est en fait, là, c'est ce soir à Alma et demain à Jonquière. Mais là, quand l'émission les va gens être savent pas, diffusée, ouais, les gens ne le savent pas. Ce soir puis demain, c'était Donc, dans le passé. Pour l'instant, je suis encore dans la tournée dans les différentes régions du Québec. OK. Je regarde du côté peut-être de ma TV pour une diffusion, parce que moi aussi, je ne suis pas en HD. Quand j'ai commencé à filmer, le HD n'existait pas. OK. C'est des images que je ne peux pas retourner. Donc, je l'offre à... Puis dès qu'il va être... J'ai un Facebook, Castor Inc. Carnaché des tournées envoyées, et toutes les informations pour les diffusions sont sur le Facebook. Et on y retrouve également la bande-annonce qu'on a visionnée en début d'entrevue. Et voilà. Donc, c'est ça. Toutes les informations à venir concernant la diffusion s'y retrouveront certainement. Et voilà. Mais en attendant, on surveille ça de près justement par la page Facebook. Écoute, Jean-François, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Ouais. Félicitations pour l'initiative et la démarche. Surtout que c'est fait c'est une autoproduction. Oui, c'est artisanal. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est un oui. gros investissement. Ça prend beaucoup de courage pour entreprendre un projet comme ça. Puis surtout aussi quand indirectement on s'attaque à quelque chose de gros puis de bien implanté, puis il devait certainement avoir une certaine résistance à certains moments pendant ton parcours. Mais félicitations, c'est un beau projet, puis on invite les gens à découvrir ce documentaire, à s'informer puis à se sensibiliser face à ces situations. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée. Bien, merci beaucoup. Puis en espérant se revoir pour annoncer une diffusion à TVDL. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.